Bien, le retour ici dans ce studio d'Afrique Média. C'est donc la deuxième thématique. Encore cette affaire de panafricanisme qui inquiète la France, pour ne pas dire le bloc occidental. On le savait déjà, plusieurs articles pour fustiger ce qu'ils influenceurs, notamment votre chaîne préférée Afrique Média, qui serait donc le réceptacle de de ces différents plaidoyers pour l'avènement d'une vraie souveraineté africaine. Eh bien, on en a remis une couche. Eh bien, c'est le magazine Marianne qui paraît en France, qui est donc venu dans son dernier numéro, qui parle de ces influenceurs. Alors, la question que je m'en vais vous poser, Joseph Richard Henri Atana Medou, c'est donc de savoir pourquoi est-ce que la France a peur de ces influenceurs, de ce qu'elle appelle influenceurs africains qui ont fait du panafricanisme leur leitmotiv. Ah oui, mais c'est la Renaissance. Pourquoi je parle de Renaissance? Elle a, elle a liquidé les velléités d'indépendance des véritables souverainistes africains. Elle pensait que le problème était réglé. Bon, je ne vais pas citer tous les noms, on les connaît tous. Hein. C'est tout, tous les UP6, parce que je rappelle qu'en passant, nous étions UP6 de façon générale. J'ai tendance à l'oublier. L'UC de M. Amadou Ahidjo est né après les indépendances. Ah ouais. Il y avait d'autres mouvements au Cameroun, syndicalistes et tout, celui de M. Soko Priso qui était dans la jeunesse camerounaise, africaine. Il y avait d'autres mouvements. Mais après, quand on a compris, on dit souvent d'ailleurs que c'est Oumyobé, mais c'est bien avant. Oumyobé arrive à l'UPC après. Quand on a compris que ce combat-là, face aux colonisateurs, parce qu'on avait le même ennemi qui était le colonisateur. Je rappelle que la colonisation était l'esclavage chez nous. Ça coûtait trop cher de nous prendre et nous ramener là-bas. Ils sont venus chez nous, dans nos pays, et nous ont mis en esclavage chez nous. Et on a donné un joli mot qu'on a appelé esclavagie, colonialisme. Je rappelle ça. Donc, évidemment, on s'est battu contre ça depuis l'époque allemande. Et ceux qui ne savent pas, il y a eu la révolte des Mvogotou à Yaoundé, conduite par Ngba Bitsogo, ce grand euh, combattant qui a vaincu Himmler. Zimmermann, c'était plutôt Zimmermann qui avait le quartier général à Yaoundé. Bon, on ne nous apprend pas ça, évidemment, on ne veut pas trop qu'on sache notre histoire. Zimmermann a dû appeler le renfort de Birch, ce qui était Fort Lamy et Fort Fougou avant. Et il y a eu la révolte des Boulous, de Bambeti, qui a attaqué Akribi pour sortir du colonialisme. On a donné de notre sang. Je vous parle des premières révoltes depuis 1918, bien avant. Et après, aux indépendances, ils liquident tout le monde, ils mettent à la place ce qu'ils veulent. Et qu'ils ont fini de mettre à la place ce qu'ils veulent, je ne vais pas parler des luttes de l'indépendance parce que tout le monde les connaît plus ou moins. Il y a eu un maquis à Djoum, les gens l'oublient, il y a eu un maquis à Molundu, enfin l'UPC à Molundu, et celui de la Sanaga maritime qui a été encerclé, et puis le dernier bastion, c'était à l'ouest. Très bien. On a éliminé les vrais indépendantistes. On pensait que c'était fait. On nous a permis de ne pas avoir une armée. Non, on sera là pour vous protéger. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour continuer ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui vit de 14 États africains en battant sa monnaie. Je rappelle en passant à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le franc CFA, si moi je bats votre monnaie, je n'achète pas chez vous. Si je bats votre monnaie, je n'achète pas chez vous. Je vais être pratique. Quand on veut notre pétrole, notre bois, tout ce que vous voyez, on va à Chamalières, on imprime du papier. On envoie. Et on nous dit, attendez, on va reprendre ça avec un taux fixe. Mais quand j'attends le papier, on dévalue. On vous explique que c'est parce que le commerce, la rentabilité, l'économie n'est pas soutenue. Foutaise. On dévalue
parce qu'on ne veut pas prendre ce papier au taux qu'on veut. Pourquoi? Parce que quand ils nous le donnent, ils nous font signer un contrat pour dire, quand vous aurez besoin de devises, ben, je prendrai ce papier et je vous donnerai des devises. Ah, évidemment, quand je dévalue, je prends ça, mais moins cher que ce que ça vaut. J'essaie de faire comprendre aux gens terre à terre ce que c'est que la dévaluation. Ceux qui parlent de soutenir une monnaie, machin, truc, arrêtez ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en Russie? Ils ont pris les mesures internationales, le rouble est tombé, ils sont remontés. Ah ben ouais. Donc, voilà. Donc, pour garder ça, ces avantages, qu'est-ce qu'on fait? On met l'armée. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un qui veut se révolter, on lui tape dessus. On a donc tué tous les indépendantistes, mais il y a une nouvelle génération encore beaucoup plus éclairée, beaucoup plus cultivée, qui comprennent mieux les enjeux. Et c'est de cela qu'on a peur. Parce que non seulement ils ont compris qu'on doit être unis, et c'est ça que je dis, moi je suis contre les velléités fédéralistes, hein, je dis tout de suite. Parce que je ne dis pas que c'est mauvais, mais il y a des risques de fracture. On n'en a pas besoin. Notre ennemi est fort et il ne travaille que pour essayer de nous diviser. Celui qui ne comprend pas ça, bon, très bien. Alors là, il y a une nouvelle élite africaine qui non seulement conscientise les populations, je rappelle qu'au moment de nos indépendances qui ont été contrôlées, hein, ça ne s'est pas fait, on ne s'est pas battu, puis ils ont dit, vous êtes bien battus, vous donnez les indépendances. Ça a été contrôlé de la création de l'Assemblée représentative et l'Assemblée territoriale du Cameroun qui a eu comme premier président de l'Assemblée, M. Paul Sopor-Priso. On l'a oublié et qui se voyait premier président du Cameroun. Et puis il y a eu l'Assemblée législative, André-Marie Mbida. C'est pour ça qu'on l'appelle le premier chef d'État du Cameroun. Ça a été construit jusqu'aux indépendances où on a désigné M. Ahidjo. Vous comprenez que cet éveil de conscience qui est porté par Afrique Média, vous vous attendez à quoi? À ce qu'il vous envoie des fleurs, peut-être. Vous êtes en train d'expliquer aux gens que 14 pays où ils se servent cadeaux. Et vous êtes en train de leur expliquer que ça va échapper. Mais attendez-vous que si ce n'est pas les négociations, vous aurez les bombes. D'ailleurs, je suis d'accord, j'ai toujours été d'accord avec, il y a M. Yann Tiban qui a dit qu'il faut faire le service militaire à tout le monde. Dans ce cas, on fait le service militaire à tout le monde. Parce que si vous pensez que eux, parce qu'ils n'ont rien dans leur sous-sol, parce que leur sol est gelé toute l'année, il n'y a que 3 bois pour cultiver, ils vont vous laisser sur vos terres équatoriales vivre, ils n'auront pas vos matières premières, soit ils passent par la ruse, soit ils passent par la violence. Et les bases militaires dans le monde, ça sert à ça. Les pays qui disent, nous, on n'a rien, on va prendre chez les autres, et s'ils parlent, on tape dessus. S'ils parlent, on tape dessus. C'est ça la réalité. Donc, il faudrait faire un service militaire, comme je connais bien Israël, là-bas, c'est la même chose. Hein. Et là, le service militaire est plus violent. Quand tu finis des études secondaires, on t'envoie au front. Et je sais de quoi je parle. Il faut un service militaire pour tous les Camerounais et ça permettrait aussi d'unir le Cameroun. Je veux aussi rappeler sur la notion d'autochtone et d'allogène que c'est à partir de la loi de 1974 que cette notion va apparaître. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'Aïdjo voulait séparer les gens, mais c'est qu'on est indépendant. En 1960, Aïdjo a flingué a tué tous les indépendantistes. Comment il fait pour donner les terres aux entreprises françaises qui viennent piller tout? C'est pour ça qu'on a donc créé cette loi. Et dont la conséquence est les terres appartiennent à l'État. Cette loi, c'est même pas une loi parce que c'était ça n'a pas été voté au Parlement. Comment on appelle ça, ces lois qui ne sont pas votées au Parlement là? C'est pas un arrêté, c'est ça a un nom spécial là. Très bien. En 1971, enfin, je ne vais pas rentrer dessus, sinon ça nous prendrait beaucoup de temps. Ils ont créé la notion de domaine national, de domaine privé de l'État et de domaine public de l'État. Et puis, ceux qui avaient les titres fonciers. C'est la loi de 1971. C'est même pas une loi, j'ai oublié le nom là. En droit français, quand un chef d'État promulgue sans consulter l'Assemblée, ça prend un nom spécifique.
voilà, si ça me revient, c'est un trou de mémoire. En général, quand on est en direct, c'est ça. Non, non, Donc, je dis c'est une ordonnance ou un décret. Mais exactement. en l'occurrence, ce dont vous parlez, je crois, a été consacré par la Constitution de 1996. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Moi, je me souviens juste de l'ordonnance de 1971. Non. Vous, vous m'envoyez étudier. Ouais. Non, non, pas du tout. Non, mais c'est à ça que ça sert aussi les débats. Oui. Ça va me permettre de rafraîchir Absolument. la Absolument. Voilà, très bien. Donc, j'étais donc en train de dire que, globalement, Et là, vous sortez. oui, j'étais en train de Très rapidement, oui. Je parlais qu'il faudrait. J'ai perdu un peu le fil de mes idées là. Enfin, Bon, bref. il n'y a pas de souci, je reviendrai à vous. Il n'y a pas de souci. Le temps d'accueillir notre ami Issa Diawara. Bonsoir. Vous nous prenez donc, vous prenez le train en marche pour cette seconde thématique qui parle donc de l'Afrique et surtout pourquoi la montée en puissance du panafricanisme inquiète la France. Et la question que je m'en vais vous poser, c'est jusqu'ici, en tout cas ces derniers temps, la France brandit le spectre de la Russie comme étant l'un des éléments voilà, qui alimente ce sentiment anti-français. Et moi, je vous pose donc la question à vous, panafricanistes. Est-ce que vous avez eu besoin d'attendre la Russie pour dire que ce que la France fait en Afrique n'est pas bien? Okay, bonsoir à vous, très rapidement. Bonsoir à tous mes copanélistes et bonsoir à tous ceux qui suivent Afrique Média. Vous savez, il y a un proverbe français même qui le dit que quand on se noie, on s'accroche à tout, même au serpent. Je pense que c'est ce qui arrive à la France. Elle essaie de s'accrocher à tout. Elle essaie de lancer toute campagne possible qu'elle peut tenter pour freiner ce qui est en marche, l'émergence de cette Afrique. Maintenant, est-ce qu'elle peut le faire? Je dis non. Le panafricanisme, c'est d'avoir une unité de plusieurs États africains. C'est faire de l'Afrique une seule famille, un seul peuple, comme nous l'avons presque toujours été. Maintenant, que la France, par les barrières qu'elle avait mises sur pied depuis bien avant les indépendances, essayer de morceler l'Afrique. Et cela a marché. Aujourd'hui, les peuples africains les populations africaines sont en train de briser ces barrières. Les différents peuples sont en train de briser ces barrières pour ne construire qu'un seul peuple comme nous l'avons été bien avant. Et ils avaient fait de nous des peuples francophones, des peuples anglophones, des peuples lusophones. C'est ce qui est un échec et le réveil est brutal pour l'Occident. Comprenez que la montée en puissance du panafricanisme fait perdre beaucoup à l'Occident. La question, c'est voir qu'est-ce que le panafricanisme coûte réellement à l'Occident. Le panafricanisme coûte à l'Occident d'abord sa perte d'influence sur les pays africains. Donc, c'est une perte d'influence qui est là. Comment défendre cette perte d'influence? Parce que l'Occident perd son influence en Afrique, qu'est-ce qu'elle va perdre? Elle va perdre ses marchés. Et si elle perd ses marchés, un pays comme la France aujourd'hui, qu'on force de maintenir dans le G7, les 7 puissances mondiales, la France ne se retrouvera plus dans le G20. C'est ce qui va se passer. Et si la France ne se retrouve pas dans le G20, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur le front interne en France? Nous allons assister à une explosion de la fronde sociale, de la grogne sociale en France, puisqu'ils ne seront plus en mesure même de payer le SMIC. Donc leur économie sera en chute libre. Il y aura une inflation, pas à 200%, mais à 400, 600%. Si cela se passe, les petites subventions que la France apporte en termes sociaux, est-ce qu'elle va réussir à le faire? Non. Cela va davantage alimenter la fronde sociale. Et si cela se fait sur le long terme, cela va occasionner quoi? Cela va impacter même le volet militaire. Parce que si vous voyez la France, un petit pays comme la France, faire du chantage à des grands pays, comme le nôtre, par exemple le Mali, c'est que la France détient au moins quelques armes nucléaires. Et ces armes nucléaires sont entretenues à des coûts exorbitants, des montants qui sont volés directement à l'Afrique, soit par le biais d'exploitation des matières premières, soit par la vente des armes, puisqu'ils créent des situations de guerre, ou encore par les bénéfices que la France soutient de la vente du franc CFA à l'Afrique. Voici entre autres ce que la France peut perdre
Donc, il y a un risque élevé même de la démilitarisation de la France. Si la France venait à se faire démilitariser, puisque n'ayant pas les moyens d'entretenir ces quelques porte-avions, son industrie militaire, il y a un risque élevé, parce que s'il y a le chômage, il y a la fraude sociale. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre risque, l'autre impact, c'est que la France va perdre sa puissance industrielle. Si elle perd sa puissance industrielle, parce que quand la France descend, l'Occident descend, l'Afrique monte. Donc ça veut dire qu'ici, nous allons émerger, nous serons une puissance industrielle. Donc les mains-d'œuvre, nos frères qui sont exploités en France, en Europe, partout en Occident, vont retourner en Afrique, venir alimenter les industries qui sont déjà, qui vont se mettre sur place avec l'expérience déjà acquise là-bas. Donc, résultat, la France ne sera ni une puissance militaire, ni puissance industrielle. Donc, la montée du panafricanisme fait peur à la France, non seulement pour préserver sa perte d'influence en Afrique, mais surtout pour préserver les grosses sociales qui seront occasionnées à leur niveau. Voici, entre autres, ce que je pouvais vous dire sur cette thématique. Merci. Merci à vous, Issa Diawara, panafricaniste, très bien connu sur le réseau panafricain. Alors, Michel Mwamba, c'est la question qui se pose, elle est à l'écran. Pourquoi est-ce que la montée en puissance du panafricanisme inquiète la France, selon vous? Fred, c'est simple à comprendre. Hein. Vous savez, un pays qui a pour seule ressource l'eau, l'air et la barbarie, et qui aujourd'hui se retrouve en train d'être exploitant d'or, de pétrole, du nucléaire, à partir du vol, l'implication dans les politiques africaines par cette façon de venir imposer à nos peuples africains les dirigeants que eux ils veulent. C'est ça le résultat. Et heureusement, aujourd'hui, il y a un tournant historique qui est en train de se faire en Ukraine. Vous savez, à l'époque donnée, les Blancs avaient fait croire aux Noirs qu'eux, ils étaient immortels. Ils ont développé ça pendant des années avec des théories et tout et tout. Bon, maintenant, le sentiment africain, anti-français, qui sévit depuis très longtemps, mais on n'avait pas la parole, est à l'apogée, n'est-ce pas, de son explosion avec la guerre de l'Ukraine, tout simplement parce qu'il y a une défaite mémorable qui va se passer dans les jours ou les mois à venir en Russie. Un peu comme on dit, on va voir les fesses des gens. C'est ce qui va se passer. Et alors la France a tellement peur parce que après la chute de l'Occident en Russie, tous les pays africains auront le droit, et déjà même, vous avez suivi ce qui se passe au Mali. Le Mali a carrément dit nous ne voulons plus. Le Burkina, la Centrafrique, nous ne voulons plus. Et le Cameroun aussi qui vient de signer les accords de défense avec la Russie. Ce sont les signes qui montrent clairement que nous avons tourné le dos. Donc les Français ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Et plus de 60 ans d'une mauvaise politique qui n'a fait évoluer aucun pays africain du giron français. Et on peut le vérifier sur les 14 pays qui font le CFA. Aucun pays du CFA n'est développé. Aucun. Au contraire, c'est la pauvreté voulue et entretenue avec des assassinats, l'exploitation tout azimut de nos populations. Et aujourd'hui, ils croient que nous n'avons plus, ils croient que nous sommes encore comme les gens de depuis, nos parents qu'ils avaient esclavagisés. Nous sommes la nouvelle génération, nous avons les yeux ouverts, nous comprenons la situation du monde, c'est pourquoi nous leur disons tout le temps, ça c'est fini, ils ne pourront plus revenir. Je disais tantôt que il est bon que nous développions nos armes propres à nous, parce que la technologie des Blancs, en suivant les armes conventionnelles, d'après eux, avec leurs méthodes, leur technologie, ça ne peut pas nous avantager. Il est temps que nous, Africains, nous préparons nos armes, nous mangeons et consommons, nous produisons et mangeons ce que nous produisons, afin de les attendre, parce que c'est des pays barbares. L'impérialisme, c'est la barbarie ou le barbarisme. Et c'est toujours cette politique de vouloir venir escroquer les gens qui les a permis de se développer.
prendre par force, en tuerie, avec tout ce qu'il y a comme mal. La guerre civilisationnelle qui se passe en Russie est un tournant décisif et que chaque peuple africain, chaque pays doit saisir l'opportunité et se préparer en conséquence. Nous devons être prêts et ne pas attendre qu'ils viennent nous faire des cadeaux parce qu'après leur chute, ils vont revenir en force. Ils vont vouloir s'entendre dans l'OTAN. Vous voyez, ils ne font qu'élargir. Je demandais aussi pourquoi nos pays ne font pas des exercices militaires pour se préparer à cela et faire des coopérations sud-sud avec nos réalités. Le Misson, c'est l'heure où le Misson doit entrer en action avec les flèches empoisonnées. Comme ça, là, on n'aura pas besoin des nucléaires, de tout et consort. Non, non, on doit les attendre parce qu'ils ne vont pas nous faire des cadeaux. J'ai dit, sécurité et développement vont ensemble. Tu ne peux pas vouloir les développer si tu n'as pas la sécurité. Donc, c'est ça le vrai enjeu. Merci. Merci à vous, Michel Nwamba. Alors, professeur Jacqueline Cognoc, on sent quand même de plus en plus un véritable sentiment anti-français dans le précaré français en Afrique. Mais est-ce que aujourd'hui la venue de la Russie peut être considérée comme le déclencheur, ou alors vous pensez que depuis, avant la venue de la Russie, ces derniers temps, comme on le constate en Centrafrique ou alors au Mali, qu'avant cette arrivée-là, les Africains avaient déjà pris conscience de la nocivité de la relation qui les liait à la France et que aujourd'hui ce qui est en train de s'exprimer a été longtemps contenu et que le couvercle finalement a été soulevé. Oui, justement, vous savez, quand les Français et les Anglais arrivent en Afrique, il n'y avait pas beaucoup d'experts au niveau des Africains. Et aujourd'hui, l'Afrique a beaucoup d'experts et il y a une élévation de conscience par rapport à la population jeune. Et vous avez vu que Macron a organisé son sommet de Montpellier. Il a compris qu'il y a une mouvance. Il comprend que les jeunes sont en train d'échanger avec leurs pères et il voit venir le cycle de l'Afrique. Et maintenant, il a peur que la France ne perde l'Afrique. Et puis, ils connaissent aujourd'hui que les Européens ne peuvent pas facilement avoir un retour d'investissement pour leur technologie s'ils n'ont pas à leur portée l'Afrique. Donc tout cela inquiète la France, mais je doute fort bien que la France soit capable d'arrêter cette hémorragie. Mais ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'encourager les pays africains à organiser des recherches. On ne peut pas aller contre le nucléaire avec les flèches empoisonnées. Donc les pays africains doivent se mettre ensemble pour améliorer leurs capacités de recherche. Ils doivent également innover par rapport à ce que l'Afrique maîtrise déjà et maintenant créer vraiment une zone économique africaine pour pouvoir intégrer l'Afrique à la mondialisation. Donc je crois que Macron a compris, parce qu'il voulait sonder la jeunesse, il a donc compris que au niveau des aînés en Afrique, il n'avait plus cette cote. Maintenant, lorsque les jeunes s'y mêlent, ça va devenir une catastrophe. Bon, je me dis, c'est ça qui inquiète un peu la France. Et je me dis, l'Afrique ne doit pas faire marche arrière. L'Afrique doit élever sa conscience parce que l'Afrique a besoin de se développer parce que à la globalisation des capitaux, l'Afrique doit apporter la globalisation des cœurs, c'est-à-dire de la solidarité. Et ils savent que cela peut bien changer, mais ça risque de renverser le capitalisme actuel au profit, parce qu'ils voient venir la Russie, ils ont peur qu'il y ait donc
retournement. Donc je me dis, cela inquiète la France. Mais, donc normalement, ça veut dire qu'à bon escient, quoi. Bien sûr. Alors, maître Momo, c'est un peu le dilemme. C'est un peu le dilemme de l'Afrique. L'Afrique peut-elle développer ses capacités dont parle Kossam Koyok, dont a parlé Michel Nwamba, sans au préalable obtenir sa souveraineté? Non, Fred, la gabegie a longtemps duré. Oui. Je pense que le développement de la conscience humaine est cyclique. Ils ont spolié toute la connaissance livresque de l'Égypte, de l'Afrique en Égypte. Ils sont devenus des écrivains et des grands producteurs d'ouvrages par la tricherie. Aristote, qui était dernier de sa promotion, après la destruction de l'Égypte, il s'est retrouvé auteur de plusieurs ouvrages. L'Afrique n'a pas réagi, ils ont désintégré en dehors des pyramides, parce qu'il y avait les pierres de plus de 3 tonnes qu'ils ne pouvaient pas déplacer. Mais ils ont détruit ce qui était sensible, c'est-à-dire la conscience. Ils ont détruit ce qui était sensible, c'est-à-dire la science. Ils ont détruit ce qui était la richesse, parce que tout ce qui a été fait en Égypte était complet pour la domination. Et nous étions les dominateurs à cette époque. Fred, ils ont pillé, maintenant, j'ai dit ils ont pillé toutes les richesses africaines et désintégré toute l'Égypte. Nous pensions que l'entreprise étrangère, l'entreprise du Nord en Afrique s'était arrêtée lorsque, en plein 21e siècle, nous les avons vus détruire Tombouctou. Ce qui constitue une autre blessure historique. Alors, le panafricanisme s'est levé comme ce mouvement, Fred Bungo, qui consiste à remettre à l'Afrique tout ce qu'elle a d'historique et mettre sur pied les bases de la sauvegarde de cet grand héritage. Pendant que nous étions dans le regret de ce qui s'est passé en Égypte, la colonisation est arrivée. Celles sont les mêmes. Non contents d'avoir pillé jusqu'à la moralité des Africains, ils sont revenus nous transformer en esclaves parce qu'ils n'étaient pas rassasiés de tout ce qu'ils avaient puisé en Égypte comme savoir. Il fallait détruire cette nation. C'est pour ça que nous rappelons toujours la théorie géopolitique, une Afrique sans les Africains, elle est en marche. Et elle trouve en face d'elle le panafricanisme. Il faut comprendre. Non content, Fred Bungo, de nous avoir vendus, d'avoir empoché de l'argent, ils ont eu l'outrecuidance de créer une autre forme de panafricanisme avec un panafricanisme pro-occidental dont l'Église catholique avait pour rôle de canaliser. Vous allez trouver certains panafricanistes, non, qui prônent jour et nuit la parfaite collaboration avec le colon. Lorsque vous voulez vous développer et que vous continuez à aduler celui qui vous a anéanti, mais Fred Bungo, cela veut dire tout simplement que vous êtes dans l'état d'annihilation de votre propre personnalité. La France se plaint aujourd'hui de la montée en puissance du panafricanisme. Non. Du vrai. Il y a tout simplement eu un autre cycle africain. Et ce cycle, les Africains ne doivent pas le rater. Le troisième. C'est le troisième et le dernier cycle du combat des Africains. Ce n'est pas contre la France. Non, ils se trompent. Eux, ils se plaignent de leur propre méthode en Afrique parce qu'ils sont arrivés à bout du déroulement
de leur politique, de leur mauvaise politique en Afrique. Il n'y a pas de montée en puissance du panafricanisme. Il y a un réveil cyclique d'une autre forme de panafricanisme qui ne s'apparente pas au panafricanisme que eux-mêmes ils ont prôné et financé. D'ailleurs, il y a une réunion d'intellectuels qui a eu lieu à Paris, une réunion d'intellectuels avec Achille Mbembe. Oui, à Montpellier. À Montpellier, avec Achille Mbembe. Absolument. Ça, et qui a ciblé la jeunesse. C'était une autre création. Oui. C'était la tentative de la création d'une autre forme de panafricanisme qui doit aller à l'encontre de ce que vous avez réveillé. À ce niveau, il faut féliciter Afrique Média. Au propre. Ce nouveau cycle du panafricanisme, Fred Bongo, n'a pas droit à l'erreur. Dire à Diawara au Mali que nous regardons le Mali depuis 2012. C'est-à-dire, nous avons programmé ce qui va arriver au Mali aujourd'hui depuis 2012. Et vous êtes attentif. Nous sommes très attentifs. Nous avons toutes les émissions d'Afrique Média. Nous les avons ici à la bibliothèque. Nous les avons. Les émissions qui ont été faites sur le Mali, sur le sommet de Ouaga, sur la conférence, sur tout le sommet d'Alger de 2015. Alors, Fred Bongo, pourquoi la montée en puissance du panafricanisme inquiète tant la France? Le changement de Le Drian par Coleman, ça ne change rien. Les Africains sont dans une lancée où celui qui va avoir de la place en Afrique doit venir passer des contrats non léoniens, des contrats clairs avec les Africains. Je dis celui sans distinction. Je dis que ce soit la France ou n'importe quel État dans le monde. Celui qui veut coopérer avec les Africains aujourd'hui doit venir sainement et attendre le point de vue des Africains, attendre ce que les Africains voudraient définir dans ce qu'on peut appeler contrat de partenariat. La France est à court de sa propre politique en Afrique aujourd'hui, mais elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Ce qui se passe au Mali, c'est de façon irréversible. Et les États qui sont autour, qui sont en train de jouer avec qui sont en train de faire la politique de l'autruche. Non, c'est une question d'heure. Il y a un nouveau, c'est le troisième et le dernier cycle du panafricanisme. Et là, c'est le vrai panafricanisme qui doit atteindre des objectifs. Fred, pour qu'un mouvement pareil atteigne des objectifs, premièrement, le premier objectif, il est mental. Parce que même le développement est mental. Le sous-développement, il est mental. C'est-à-dire, tout part de ce que tu as dans la tête. Parce que le besoin crée l'organe. Quand tu t'engages dans une entreprise et tu dis, je n'ai pas le droit d'échouer, tu ne peux pas échouer. Cet autre panafricanisme a commencé par le réveil de la conscience. La conscience, c'est la plus grande arme. Ce n'est pas le Satan 2. La plus puissante et la plus grande des armes, c'est la conscience. Et Afrique Média a œuvré au réveil de la conscience. Cette conscience a trouvé une terre fertile qu'est le panafricanisme. Et aujourd'hui, mais la France parle des influenceurs, mais elle-même, elle a réuni à Abidjan des influenceurs. Toujours contre ce panafricanisme, elle arrive très tard, dans un monde très vieux. Aujourd'hui, Fred Bongo, nous avons besoin d'une Afrique qui définit elle-même ses propres critères de développement, ses propres critères de coopération. Vous ne pouvez pas continuer à maintenir 14 pays dans le giron du franc CFA et dire qu'il y a une montée du panafricanisme qui vous inquiète. Mais nous, les Africains, on a besoin d'une monnaie que nous contrôlons. En Afrique de l'Ouest, il y a eu l'ECO, la véritable version ECO-CEDEAO, qui a été prostituée par la France parce qu'elle ne veut pas lâcher du lest avec le franc CFA. Nous pensons à un moment donné que le moment est venu pour les Africains qui aujourd'hui regardent et voient droit de redéfinir les contours sur lesquels nous pensons asseoir notre souveraineté et nous pensons définir les nouveaux critères de coopération et de développement. N'oubliez pas, nous sommes le continent détenteur des matières premières. Fred Bongo, tout ce que vous entendez de développement se repose sur la matière première. Bien sûr. Et cette matière première a besoin, la matière première africaine a besoin d'un seul élément
de ces enfants africains, c'est le réveil de la conscience. Et nous sommes au stade du réveil de cette conscience. Le réveil de cette conscience va nous conduire à la protection de nos matières premières, va nous permettre de redéfinir les contours d'exploitation de nos matières premières. C'est la raison pour laquelle, je vais vous raconter une anecdote. En 2015, un expert de la Banque mondiale dans l'avion nous dit le président Biya aura des problèmes à partir de 2016, dans un an. Nous ne pouvions pas croire Fred Bongo. Nous lui posons la question, de quoi s'agit-il? Il dit, cet homme a enfermé les richesses du Cameroun dans un coffre-fort. Nous avons du mal à l'ouvrir, à le faire exploser. En 2016, il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Ça n'a pas déclenché. Qui ont commencé, absolument. Il faut comprendre à un moment donné que lorsqu'on veut développer un pays, premièrement, on protège ses richesses. Deuxièmement, on procède à la formation des cadres locaux. Surtout les femmes. Madame, la femme africaine est aux avant-postes du développement de l'Afrique. C'est ça. Je dis aux avant-postes. Nous, les hommes, nous venons après. C'est ça. Mao Tse-tung, pendant la marche de 1949, a dit une marche sans femmes ne sera pas une marche. Un mouvement sans femmes ne sera pas un mouvement parce que les femmes soutiennent à elles seules plus de la moitié du globe. Là, c'est Mao Tse-tung. La Chine est aujourd'hui sur le toit du monde. Et Mao Tse-tung est adulé dans toute la Chine. Alors, le panafricanisme dont on parle aujourd'hui, M. Fred Bongo, il a des contours qu'il faut expliquer aux Africains. C'est que nous voulons une Afrique pour les Africains. Une Afrique où les Africains définissent eux-mêmes le cadre de coopération. Les Africains définissent eux-mêmes les partenaires stratégiques avec lesquels ils vont fonctionner et les règles de fonctionnement avec ces partenaires. Parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. C'est dans un monde ouvert. Il est impossible de vivre en autarcie. Mais il faut seulement que nous ayons les manettes dans les commandes. Or, l'uranium nigérien, est-ce que les Nigériens ont un mot à dire dans l'exploitation de l'uranium qui se retrouve? Quand nous constatons que toutes les bases militaires au Mali étaient en réalité des fonderies d'or, dont aucun Malien n'avait le droit de pénétrer. Il faut des mouvements panafricanistes pour remettre sur la sellette toutes ces vérités, continuer le réveil de la conscience africaine pour que désormais, ce qui s'est passé dans l'histoire ne se répète plus et qu'enfin, la race noire soit respectée dans le quota du monde aujourd'hui. Parce que les Noirs, on nous considère, nous les Noirs, le racisme à part, comme un peuple à la traîne, comme un peuple, une foule qui ne sait pas faire foule. Mais nous pensons qu'avec le troisième cycle, avec ces déclics... L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Merci, docteur. Merci. Je pense que vous m'avez trouvé justement une bonne conclusion. L'avenir du monde, c'est donc l'Afrique. C'est donc avec cette belle parole et promesse que nous allons mettre un terme à cette émission. Il ne me reste plus qu'à dire merci à vous, chers panélistes, Madame Nkoyok, Poisson Nkoyok, Maître Janvier Momo et tous les autres, Michel Nwamba et puis Atangana Medou et puis l'ami Issa Diawara, vous qui êtes donc venus donner les clés de compréhension à nos téléspectateurs à ces questions qui gouvernent le monde. Merci à toute l'équipe technique chapeautée par le grand Nathan. Moi, quant à moi, je vous dis simplement merci et je vous donne rendez-vous lors des prochaines éditions, Inch'Allah.